Imaginez appartenir à l'un des gangs de motards les plus redoutés au monde, mais devoir quand même regarder par-dessus votre épaule. Malgré tous les tatouages et la réputation brutale, les Hells Angels ont affronté des ennemis bien plus effrayants que les motards rivaux. Aujourd'hui, nous examinons les personnes les plus dangereuses qui sont devenues des ennemis des Hells Angels. Chapitre 1. Jay Bird, Dobbins. My name is Jay Dobbins. I'm a retired undercover federal agent, and I infiltrated the Hells Angels. Il n'y a rien de plus dangereux pour un club hors la loi qu'un traître à l'intérieur. Au début des années 2000, ce traître était un agent infiltré de l'ATF, nommé Jay Bird Dobbins. Sa mission était d'infiltrer les Hells Angels pendant l'opération Black Biscuit et de gagner leur confiance. Au début, il n'était qu'un étranger observant depuis la périphérie. Mais plus il allait profondément, plus le club le poussait. Il voulait la preuve qu'il était loyal. Il voulait du sang. Le test est venu quand les Angels ont dit à Dobbins de tuer un rival du Mongols Motorcycle Club. C'était le moment qui déciderait s'il serait vu comme l'un d'eux ou rejeté comme un imposteur. Dobbins s'est tourné vers son équipe. Ensemble, ils ont mis en scène un meurtre si convaincant qu'il a trompé les Angels. Un homme vêtu des couleurs des Mongols a été couvert de sang animal et de viande hachée. Des photos ont été prises de son corps dans une tombe peu profonde. Un gilet ensanglanté a été envoyé du Mexique, comme si le meurtre avait été effectué de l'autre côté de la frontière. Les Angels ont cru chaque mot. À leurs yeux, il était maintenant un homme qui avait tué pour le club. Les portes qui avaient toujours été fermées se sont ouvertes pour lui. Réunion, secret, plan. Il était à l'intérieur. Ce que les Angels ne savaient pas, c'est que chaque détail était transmis à l'ATF. Le meurtre mis en scène était plus que du théâtre. C'était une clé qui a déverrouillé des actes d'accusation. Les preuves ont afflué de Dobbins aux agents fédéraux. Drogue, armes, violence, raquettes. L'opération s'est développée jusqu'à ce que les procureurs aient suffisamment pour faire tomber des dizaines de membres. Pendant un moment, les Angels n'étaient pas seulement exposés, ils étaient vulnérables. Mais le succès a eu un coût. Quand sa couverture a finalement craqué, Dobbins n'était plus le frère de confiance. Il était le traître. Le club a vu la trahison. Pour eux, c'était pire qu'un gang rival. C'était du poison de l'intérieur. Dobbins ne s'en est pas sorti indemne. Sa famille a été menacée. Sa maison a été incendiée à la bombe. Jay Bird Dobbins a prouvé que l'ennemi le plus dangereux des Hells Angels était l'homme assis à leur table, l'homme qui les a trompés. Et au final, l'histoire de son infiltration ne concernait pas seulement ce que cela a coûté aux Angels. Il s'agissait de ce que cela lui a coûté. Chapitre 2. Officier David Miller. Les Hells Angels ont affronté des rivaux pendant des décennies, mais parfois, leurs ennemis les plus dangereux viennent d'hommes avec un insigne. Au Colorado, une caméra corporelle a révélé jusqu'où ce danger pouvait aller. L'officier David Miller du département de police de La Salle a arrêté Anthony Mills, un membre des Hells Angels, pour excès de vitesse. Cela aurait dû se terminer par une contravention. Au lieu de cela, c'est devenu quelque chose de bien plus sombre. Miller a dit à ses collègues officiers d'éteindre leurs caméras avant qu'ils n'échangent des histoires sur des rencontres violentes avec les Hells Angels. Mais Miller a oublié un détail important. Sa propre caméra corporelle était encore en marche. Ce qu'elle a capturé n'était pas un arrêt de routine, c'était la preuve d'une menace. Si ce type fait quelque chose que je n'aime pas, a plaisanté Miller, je lui tire dessus, j'ai besoin de vacances payées. Les mots ont été présentés comme de l'humour. Mais pour Anthony Mills, il portait le poids de la vie et de la mort. Par conséquent, Mills a riposté par les tribunaux. En 2022, il a intenté un procès contre 5 agences de police du Colorado, accusant Miller et d'autres de fautes professionnelles. L'affaire a traîné pendant 2 ans, mais en 2024, l'agence a conclu un règlement. Ils ont payé à Mills 25 000 $ et ont émis des excuses publiques. Miller a démissionné de la force. La démission n'était pas seulement un aveu d'une carrière terminée dans la disgrâce.
C'était la preuve que des mots prononcés avec négligence peuvent avoir des conséquences durables. Parce que la menace venait d'un officier de police, pas d'un motard rival. Cela leur a rappelé que le pouvoir en uniforme pouvait être encore plus dangereux qu'un gang rival avec un patch. Chapitre 3. Hunter S. Thompson. Parfois, les mots coupent plus profondément que les lames. Dans les années 1960, un jeune journaliste nommé Hunter S. Thompson est entré dans le monde des Hells Angels. Il n'était pas un motard. Il ne faisait pas partie de la fraternité. Il était un écrivain qui voulait comprendre le club et raconter son histoire au monde extérieur. Au début, les Angels l'ont accueilli. Ils l'ont traité comme un étranger curieux qui pouvait boire avec eux et rouler à leur côté. Parce qu'il a montré du respect et ne les a pas jugés, ils lui ont permis de s'approcher. Pendant des mois, il a vécu leur vie. Il a rejoint leurs courses, partagé leurs fêtes et observé leur chaos de près. Mais Thompson ne faisait pas qu'observer. Il prenait des notes. Les Angels ne réalisaient pas encore ce que cela signifiait. Thompson n'était pas là pour les glorifier. Il construisait un registre de leur violence, de leurs crimes et de leur cruauté. Il a écouté alors qu'ils se vantèrent de combats. Il a vu comment les femmes étaient traitées. À cause de cela, la relation s'est aigrie. Le point de rupture est venu après des mois de rouler avec eux. Thompson était devenu trop honnête. Il a parlé ouvertement de l'abus qu'il avait vu, en particulier contre les femmes. Il a refusé de fermer les yeux. Cet acte de défiance a scellé son destin. Une nuit, les Angels se sont retournés contre lui. Il a été battu presque à mort par les mêmes hommes qui avaient autrefois partagé nourriture et boissons avec lui. Le message était simple. Les mots pouvaient vous tuer. Par conséquent, lorsque Thompson a publié son livre Hells Angels, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, en 1966, les Angels l'ont vu comme une trahison finale. Le livre a été une sensation. Il a montré au lecteur la brutalité brute du club. Il a dépouillé le mythe et a révélé la violence sous le cuir et les patchs. Il avait pris leurs secrets et les avait transformés en spectacle public. Et pour les Angels, le prix de la trahison était le sang. À leurs yeux, Thompson n'était plus un écrivain. Il était un traître qui avait utilisé leur confiance comme une arme contre eux. Parfois, l'ennemi le plus dangereux est celui qui s'assoit tranquillement, écoute, puis raconte au monde ce qu'il a vu. Son livre a fait de lui une légende, mais il a aussi fait de lui une cible permanente de l'un des clubs hors la loi les plus redoutés d'Amérique. Chapitre 4. Judge Samuel Conti. Si les Angels avaient un roi, c'était Sonny Barger. Mais si Barger avait un ennemi, c'était le juge Samuel Conti. En 1979 et 1980, Conti a présidé un procès brutal pour raquets ciblant les Hells Angels. L'affaire a duré 9 mois, et parce qu'il a refusé de plier sous la pression, les marshals fédéraux ont dû le protéger, lui et sa famille, contre les menaces. Conti ne s'est pas contenté d'être seulement l'arbitre. Il a prononcé des peines qui ont frappé le cœur du club, démantelant le pouvoir de Barger à Oakland. Bien que le jury ait initialement été dans l'impasse sur de nombreux chefs d'accusation, Conti a déclaré un procès nul en août 1980 et a fixé une nouvelle date. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Si les Angels échappaient à la responsabilité, leur violence se propagerait sans contrôle, parce que Conti n'a pris aucun raccourci. Les Angels l'ont vu comme plus qu'un juge. Pour les Hells Angels, il était un ennemi qui imposait l'ordre. Mais le pouvoir de ses décisions a fait de lui une cible. Il a été surnommé Hanging Sam par les critiques pour ses peines sévères, en particulier envers les crimes violents. Il s'est forgé une réputation d'être inébranlable et d'être un homme qui fixerait du regard un club construit sur l'intimidation. Par conséquent, lorsque les Angels ont planifié des représailles, ils savaient que ce serait coûteux, mais le prix était sa détermination. Les jugements de son banc ont affaibli leur structure et ont envoyé un message. Personne n'est intouchable. Pour Barger, pour les Angels, Conti représentait la limite du pouvoir. Leur rival en robe, pas en cuir, qui utilisait les peines comme son arme. À la fin, l'affrontement entre Barger et Conti
est devenu légendaire dans la tradition hors-la-loi. Ce n'était pas seulement un combat pour la domination légale, c'était un combat pour savoir si le club lui-même répondrait à la loi. Le juge Conti a prouvé que même un roi des motards pouvait être forcé de se plier devant le banc. Chapitre 5. Anthony Tate. Anthony Tate n'était pas seulement un porteur de patch chez les Hells Angels, il est devenu l'une de leurs plus grandes menaces. En 1984, il s'est porté volontaire pour devenir un informateur rémunéré du FBI, tout en portant encore un patch complet chez les Hells Angels. La double vie lui a donné un accès que peu d'étrangers ont jamais vu. Parce qu'on lui faisait confiance, il est entré dans des salles de direction portant un micro caché. Il a enregistré des réunions, des trafics de drogue, des complots explosifs et la planification de violences. Les bandes qu'il a fournies ont aidé à faire tomber les principaux Angels. Son travail a été crucial dans l'affaire fédérale contre Sonny Barger, car les preuves de ces enregistrements ont soutenu la condamnation de Barger pour conspiration en vue de commettre un meurtre. L'infiltration de Tate a alimenté l'opération plus large, Opération Cacus, qui a conduit à des raids massifs dans plusieurs États. En novembre 1987, ces raids ont abouti à 38 arrestations de chapitres Hells Angels en Alaska et au-delà. Mais la trahison a un prix. Les Angels détestent les traîtres plus que les rivaux. Une fois son rôle exposé, sa vie a changé pour toujours. Il ne pouvait pas retourner au bercail. Il était devenu l'ennemi de l'intérieur. Le club n'oublierait jamais. La brillance de Tate ne résidait pas dans la violence, mais dans le silence. L'héritage d'Anthony Tate ne réside pas seulement dans les actes d'accusation qu'il a aidé à déclencher, mais dans la paranoïa qu'il a plantée profondément au sein des Hells Angels. Parce qu'un homme a osé enregistrer, beaucoup sont tombés. Chapitre 6. Sergent détective Guy Ouellet. Dans les années 2000, les Hells Angels régnaient sur les rues de Montréal. Mais un homme s'est opposé à eux. Le sergent détective Guy Ouellet de la police provinciale du Québec a passé des décennies à construire un réseau de surveillance, d'écoute téléphonique et de motards retournés. Il n'avait pas d'illusion. Les Angels étaient puissants. Mais il croyait que la connaissance pouvait les briser. Parce qu'il a étudié leur structure, il savait comment ils opéraient. Ouellet est devenu membre de l'équipe tactique Carcajou en 1995 pendant la guerre des motards au Québec. Il a suivi les alliances, observé qui montait, qui tombait et qui pouvait être retourné. Il a poussé des raids qui ont détruit les réseaux de drogue. Il a retourné des initiés. Il a livré des preuves du fonctionnement interne du monde des Angels. Sa profondeur de conscience était légendaire. Au sein de la SQ, il était considéré comme une encyclopédie ambulante de la politique des motards. Il a fait plus que de la police. Il est devenu témoin de la couronne dans plusieurs procès. Son témoignage a envoyé des motards notoires, dont Maurice Mom, boucher, derrière les barreaux. Dans des documents internes présentés lors d'un procès en 2002, il a été révélé qu'en 1999, les Hells Angels ont tenu une réunion spécifiquement pour comploter des moyens de le discréditer. Ils ont réalisé que les preuves d'Ouellet menaçaient leur survie même. Parce qu'il a refusé de reculer, le club l'a surveillé. Mais les forces de l'ordre se sont appuyées sur lui. Son esprit stratégique leur a permis de déplacer des pièces sur l'échiquier du crime motard que d'autres ne pouvaient pas voir. Par conséquent, le combat d'Ouellet ne concernait pas seulement l'arrestation de membres. Il s'agissait de démanteler le mythe d'invulnérabilité que les Angels détenaient sur le Québec. Chapitre 7. Joseph Bonavolonta. Un homme se tenait entre les Hells Angels et leurs richesses. Cet homme était Joseph Bonavolonta, un agent du FBI spécialisé dans les crimes financiers dont la cible n'était pas la violence, c'était les dollars. Il ne poursuivait pas les armes ou les drogues. Il suivait les pistes papier. Il a suivi les sociétés écrans, les comptes offshore et les virements bancaires. Il a découvert des systèmes de blanchiment liés au chapitre Angels au New Jersey et au-delà. Parce que le club dépendait de l'argent liquide pour alimenter son pouvoir, attaquer les finances frappait sa fondation. Sous la direction de Bonavolonta, le Corporate Securities Fraud Squad de la division de Newark a traité des affaires majeures comme Nevin Shapir,
un système de Ponzi d'$1 milliard lié à un supporter du football de l'Université de Miami, et WiseGui Tickets, une affaire d'intrusion informatique ciblant les systèmes de Ticketmaster. Il a également supervisé Louis Berger Group, un plaidoyer d'entreprise de $65 millions impliquant des contrats de reconstruction à l'étranger. Ces affaires de haut profil ont montré sa portée. Mais il a également tourné ses méthodes vers l'intérieur, traçant l'argent qui circulait à travers les façades écrans des Angels. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, il a aidé à étouffer la capacité du club à déplacer l'argent librement. Des condamnations ont suivi. Les banques ont gelé des comptes et les flux de revenus ont stagné. Les Angels ont vu que la violence pouvait être combattue, mais les finances étaient une guerre différente. Par conséquent, Bonavolonta est devenu l'un de leurs ennemis les plus mortels. Il n'avait pas besoin de tirer une arme. Il a utilisé des registres, des assignations et de la comptabilité judiciaire pour démanteler les opérations. Chapitre 8. Ali Osman. Wir sind hier, wir bleiben hier und egal was passiert, egal wer schießt und bombt und macht und tut. Yildiray Caïmaz, également connu sous l'alias Ali Osman, a affirmé publiquement, une fois que le rival Hells Angels MC à Duisburg cesserait bientôt d'exister, une menace audacieuse du chef de Satudara Duisburg MC. Lui et son secrétaire, Baris Tepe, étaient profondément impliqués dans le trafic. Entre mai 2012 et avril 2013, ils ont orchestré l'importation d'environ 21 kg de marijuana et jusqu'à 2 kg de cocaïne. Mais les ambitions de Caïmaz n'étaient pas satisfaites par les drogues. Lui et Tepe ont prétendument acquis des armes de qualité militaire aux Pays-Bas, dont un fusil AK-74 avec 2 chargeurs et une réserve de 1130 cartouches de munitions. Pour Caïmaz, c'était un jeu de pouvoir. Il serait prêt pour la guerre, pas seulement pour le commerce. Avec cet arsenal en main, en août 2013, sur ses ordres, une grenade à main a été lancée sur le clubhouse des Hells Angels à Duisburg-Rheinhausen. Et comme pour envoyer un message, un autre membre du club, équipé d'une mitraillette, a ouvert le feu dans un restaurant géré par les Hells Angels. L'explosion publique, les coups de feu, la menace, tout calculé pour briser l'emprise des Hells Angels sur la zone. Parce que Caïmaz a combiné des menaces publiques effrontées avec une puissance de feu réelle. Les enjeux étaient élevés des deux côtés. Les Angels ne pouvaient pas paraître faibles, mais l'escalade vers la guerre signifiait que des vies seraient perdues, que les loyautés seraient testées et que les forces de l'ordre se rapprocheraient davantage. En fin de compte, les forces de l'ordre ont agi. Au cours des enquêtes, les autorités ont découvert que Caïmaz avait été arrêté en avril 2013. Ils ont fouillé sa propriété et ont trouvé un fusil d'assaut chargé. Il a ensuite coopéré avec les procureurs en vertu d'une règle de témoin, révélant les noms de ses compagnons membres et fournissant un témoignage au tribunal. Le tribunal de Duisburg l'a condamné, le condamnant à 6 ans et demi de prison pour une série d'infractions, dont le trafic d'armes, le trafic de drogue et les attaques orchestrées. Mais sa peine n'est venue qu'après qu'il ait conclu un accord. Et même alors, le souvenir de cette grenade, de ses coups de feu et du vœu public contre les Angels ne s'estomperait jamais. À la fin, la stratégie de Caïmaz était audacieuse. Provoquer votre ennemi à une réaction excessive, puis survivre par la coopération. Mais il a joué avec des vies, un territoire et un héritage. Les Hells Angels n'ont pas oublié le défi, et le quartier n'oublierait jamais les explosions et les balles. Dans ce conflit, il est devenu l'un des adversaires non-Angels les plus dangereux de leur histoire. Chapitre 9. Noel Harder. Harder a grandi à Saskatoon sous le traumatisme et la violence. Son beau-père a une fois abattu son chien devant lui alors qu'il n'avait que 4 ans. Plus tard, après que son frère aîné Donnie soit mort, en avalant un sac de cocaïne rompu, Noel est lui-même entré dans le trafic de drogue, montant rapidement dans le milieu criminel de la Saskatchewan. Il est devenu l'un des dealers les plus éminents de la province, étroitement lié au Fallen Saints Motorcycle Club, une équipe de soutien des Hells Angels,
Au début des années 2010, Harder portait fièrement la veste des Fallen Saints. On lui faisait confiance lors des réunions, dans les transactions et dans les cercles de motards. Ce que personne ne savait, c'est que la police l'avait déjà attrapé avec une réserve d'armes dans sa voiture et lui avait donné un choix, faire face à la prison ou travailler pour eux. Harder a accepté de coopérer. Pendant des mois, il a vécu une double vie. Extérieurement, il était un Fallen Saint senior. Secrètement, il enregistrait des réunions, collectait des preuves et livrait des renseignements qui paralyseraient le réseau des Angels. En janvier 2015, la police a lancé le projet Forcetti, une vague de raids à travers l'Ouest canadien qui a saisi des centaines d'armes et plus de 8 millions de dollars de drogue. Plus de 20 hommes, Angels et Fallen Saints confondus, ont été arrêtés. Harder était le témoin clé. Son témoignage a envoyé des ondes de choc à travers le monde des motards. Mais trahir les Angels avait un prix. Une prime de 2 millions de dollars a été placée sur sa tête. Lui et sa famille ont été placés sous protection des témoins et relocalisés en lieu sûr à l'extérieur du Canada. Pourtant, les autorités l'ont plus tard expulsé du programme, citant la consommation de drogue et les règles enfreintes. Harder a dit que la vérité était plus simple. Il n'était plus utile. Ce qui a suivi a été une spirale. Il a été arrêté à nouveau à Saskatoon, avec une arme chargée dans sa voiture, prétendant qu'il en avait besoin pour se protéger. Il a passé 743 jours en isolement cellulaire en attente de procès, ce qui est la définition de la torture des Nations Unies. Quand il a finalement été libéré, sa santé était brisée. Il a admis sa culpabilité pour des accusations d'armes, mais est resté hanté par les choix qu'il avait faits. Noel Harder est décédé au début de 2025 à l'âge de 43 ans. À ses funérailles à Saskatoon, il n'y avait pas d'escorte policière, pas de protection, pas de garde d'honneur. Juste sa famille, se souvenant d'un frère qui avait autrefois défilé sur les podiums de mode d'Europe et qui était devenu plus tard la figure centrale de la plus grande opération contre le crime organisé de l'histoire de la Saskatchewan. Pour certains, il était un maître manipulateur et un narcissique. Pour d'autres, il était un homme qui avait donné à la police la fenêtre la plus claire sur les opérations des Hells Angels qu'ils aient jamais vues. Pour les Angels, il était pire que n'importe quel patch rival. Il était la preuve que la trahison de l'intérieur pouvait être plus dangereuse que n'importe quel ennemi extérieur. Ce sont les individus qui se sont opposés au club le plus notoire du monde. Certains sont restés dans l'ombre, d'autres se sont assurés que le monde entendait leurs défis. Les Hells Angels ont découvert que le danger ne rugit pas toujours sur l'autoroute. Il peut s'asseoir tranquillement à côté de vous, attendant son moment. Et pourtant, à travers la carte, une autre fraternité se levait, portant sa propre marque de menace, une que l'histoire en viendrait à craindre tout autant.